Bonjour, je me présente, Lina Safraoui. Bonjour, comme nous le savons tous, l'eau recouvre... Bonjour à tous, dans cette partie, je vais vous présenter... Bonjour à tous, aujourd'hui, je suis venue pour vous présenter le 33. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter un exposé sous le thème. Bonjour à tous. Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui, je vous présente les bassins hydriques. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les dangers menaçant les ressources. On déduit que l'eau est indispensable à la vie de l'homme. Bonjour, je vais vous présenter les dangers menaçant les ressources. Bonjour à tous, je m'appelle Richa Lazrak. Aujourd'hui, mes camarades. Bonjour, je me nomme Imatala Mouhaled. Bonjour à tous, je me nomme Rania Tesdate. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au nom de toute l'équipe, je remercie les partenaires et les organisations précieuses. Donc on vous remercie énormément pour votre écoute et votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Richa Lazrak. Aujourd'hui, mes camarades et moi sommes là pour vous présenter notre projet sur les ressources hydriques. Pour ce qui est du sommaire, je vais commencer par faire une petite introduction, puis je lèverai la parole à mes camarades qui vous présenteront les 4 différents grands titres. Les différentes formes d'eau dans la nature, les bassins hydrographiques, les dangers menaçant les ressources hydriques, pour sauvegarder les ressources hydriques, et je finirai par une conclusion. Donc, introduction. Parmi les éléments qui déterminent la vie des êtres vivants en général et de l'homme en particulier, l'eau est un élément incontournable. Il permet l'apparition et le développement de toute forme de vie sur Terre. Inspiré du verset numéro 30 de Sourate des prophètes, à partir de l'eau, nous avons constitué toute chose vivante. Notre objectif ou notre mission est de vous faire comprendre, vous, le public, que l'eau n'est pas une ressource inépuisable et que nous aussi pouvons souffrir de sa pénurie. Commençons par un bref rappel. Vu de l'espace, la Terre apparaît toute bleue. Normal, l'eau recouvre 70% de sa surface. Mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça. L'eau ne recouvre que 0,023% de sa masse entière. Si on englobait toute l'eau terrestre, on obtiendrait cette boule de 1385 km de diamètre. Mais encore, si on n'en prenait que l'eau douce, il y en a encore moins. Sachant que cette eau douce est principalement stockée dans les glaciers des pôles et dans les entrailles de la Terre, hors d'atteinte pour les hommes, on obtiendra par la suite cette boule de 60 km de diamètre pour les 7 milliards d'hommes, pour l'élevage et l'agriculture. Dans ce tableau, nous allons voir le nombre de populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. 15 millions de personnes meurent chaque année des suites de manque d'eau. 2,4 milliards de personnes n'ont pas accès à des services sanitaires adéquats de traitement des eaux. Tout d'abord, on va commencer par explorer les bassins versants. Qu'est-ce qu'un bassin versant? Un bassin versant, comme on le voit dans cette illustration, est l'espace drainé par les cours d'eau et ses affluents. Un bassin versant ou bassin hydrographique est un territoire où l'ensemble des ruissellements vont vers un même point, appelé l'exutoire. À présent, nous allons identifier quelques caractéristiques d'un bassin versant. Chaque bassin versant se caractérise par différents paramètres géométriques, tels que la surface et la pente. Hydrologique, c'est-à-dire la nature et la capacité d'infiltration des eaux. Urbanistique, qui dépend de la présence de bâtiments, mais aussi biologique, c'est-à-dire le type et la répartition de la couverture végétale. Quand la température est comprise entre 1 degré Celsius et 100 degrés Celsius, l'eau se trouve à l'état liquide. La pluie, les nuages et le brouillard sont constitués d'eau liquide. Quand la température baisse et atteint 0 degré Celsius, l'eau se transforme en glace et devient solide. La glace, le verglas, le givre, les glaciers sont formés d'eau à l'état solide. À partir de 100 degrés Celsius, l'eau se transforme en vapeur d'eau qui est un gaz invisible. Comme vous le voyez ici, ces flèches bleues nous indiquent le passage des eaux. Ce passage des eaux s'est divisé en deux jusqu'à qu'il arrive à l'exutoire et jusqu'à qu'elle soit rejetée en mer, bien sûr. L'évaporation grâce aux rayons du soleil. Ensuite, la vapeur d'eau se transforme en nuage qu'on appelle la condensation. Ensuite, nous avons les précipitations. L'eau des précipitations ruisselle dans les lacs et les fleuves ou s'infiltre dans les nappes d'eau souterraines. Alors, cette eau, elle se partage.
Une partie ruisselle, c'est le ruissellement, et une autre partie s'infiltre et rejoint les nappes phréatiques. C'est ce qu'on appelle infiltration. Cette eau rejoint l'océan. On remarque que toutes ces étapes, elles se répètent. C'est pour ça qu'on l'appelle le cycle de l'eau. Et une remarque, le dessablage et le déhuilage peuvent s'effectuer dans un même bassin, puisque en faisant marcher l'eau lentement, les sables se décantent et les huiles remontent à la surface. Après, on les racle avec des raclettes qui les évacuent vers d'autres milieux. La pollution chimique, elle est générée par les nitrates, les phosphates des pesticides, les médicaments humains et animaliers, les produits ménagers, la peinture, les métaux lourds et les acides hydrocarbures utilisés dans l'industrie. Après l'utilisation de l'eau, celle-ci sera malheureusement polluée. Alors l'homme a opté pour un traitement qui va la purifier afin de la restituer dans la nature. Rivières, lacs, mers, océans, etc. Sans occasionner de pollution. Les éco-gestes. Voici quelques gestes à adopter au quotidien afin de préserver l'eau. J'utilise un seau pour laver la voiture. Je n'arrose pas ma pelouse qui reverdira en temps de pluie. Je récupère les eaux de pluie. Je ne jette pas de grands déchets dans l'égout. J'économise l'eau du robinet et je prends une douche au lieu d'un bain. Dans moins de 50 ans, l'eau sera de plus en plus rare. Ceci causera des conflits et des guerres entre les pays. C'est pour cela qu'il est important de la préserver et de savoir la consommer. Le monde s'arrête là où l'eau prend fin. Octavio Paz. Chers amis, dans quelques années, l'eau deviendra un luxe. Mais ne vous inquiétez pas, rien n'est impossible, car si nous mettons la main dans la main, nous retrouverons la terre saine de nos ancêtres. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un exposé sous le thème des ressources hydriques réalisé par les élèves de la première AC5 et encadré par notre professeur d'SVT, Madame Fatem Zahra Mahfout. Passons au sommaire. Premièrement, on verra les différentes formes d'eau dans la nature. Dans celle-ci, on va connaître l'eau dans tous ses états et le cycle de l'eau dans la nature. Ensuite, dans la deuxième partie qui porte le nom les bassins hydrographiques, on connaîtra la définition du bassin versant et ses caractéristiques. Ensuite, dans la troisième partie qui a comme titre les dangers menaçant les ressources hydriques, on saura les conséquences de la surexploitation et les causes de la pollution. Finalement, pour sauvegarder les ressources hydriques, traiter les eaux usées et comment sauvegarder les ressources hydriques. En effet, l'eau surnommée or bleu est la ressource la plus précieuse pour les hommes. Elle est indispensable à la vie et on l'utilise au quotidien. L'eau est également indispensable aux activités humaines comme la consommation domestique, agricole et industrielle. Et je cède la parole à ma collègue Merimze. Bonjour à tous. Comme on le sait, l'eau est une source de vie. Ça tombe bien, on en trouve en abondance presque partout, sous toutes les formes, à la surface de la Terre ou même en dessous. Cette substance vitale couvre plus de 72% de la surface de notre planète, dont 97% d'eau saline, non potable, et qui est constituée par les océans et les mers, et 3% d'eau douce, évidemment potable et nécessaire à la vie, et qui est fournie par les eaux souterraines, les calottes glaciaires et les glaciers, les lacs et les cours d'eau. Dans la nature, l'eau est présente sous ses trois états physiques, liquide, solide, gazeux. En effet, à l'état liquide, l'eau n'a pas de forme propre. Celle-ci prend la forme du récipient qui la contient et sa surface libre est horizontale, comme par exemple la pluie, la rosée et la buée. Sous forme solide, l'eau a une forme propre. Elle se trouve dans la glace et les calottes glaciaires qui représentent l'essentiel de la quantité d'eau douce présente sur Terre. Et enfin, l'eau est également présente à l'état gazeux dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau qui est impalpable et invisible. Ainsi, l'eau naturelle subit périodiquement le cycle suivant. L'eau liquide des océans, des lacs et des rivières s'évapore sous l'effet de la chaleur du soleil pour former un gaz appelé vapeur d'eau. De plus, les plantes et les autres espèces végétales puisent de l'eau dans le sol et le rejettent sous forme de vapeur d'eau, c'est-à-dire la transpiration. En s'élevant dans l'atmosphère, cette vapeur se condense en fines gouttelettes d'eau ou en de minuscules cristaux de glace qui forment les nuages. Ensuite, l'eau retombe sous forme liquide comme la pluie ou solide telle que la neige et la grêle. Finalement, l'eau liquide provenant de la pluie et de la neige fondue s'infiltre dans les terres perméables ou ruisselle en allant vers les rivières qui se jettent sur les mers.
Bien entendu, cette eau continue à bouger et une partie retourne à l'océan où le cycle de l'eau se termine et recommence. Je vous laisse avec ma camarade Hiba Sedri qui va vous parler des ressources hydriques. Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente les bassins hydrographiques. Qu'est-ce qu'un bassin hydrographique? Le bassin versant est un territoire géographique bien défini. Il correspond à l'ensemble de la surface recevant les eaux qui circulent naturellement vers un même cours d'eau ou bien vers une même nappe d'eau souterraine. Maintenant, découvrons les caractéristiques du bassin versant. Parmi les caractéristiques physiques, on cite en premier lieu, la taille du bassin, sa surface à fin, sa pente et son orientation. À ces facteurs s'ajoute encore le type de sol, le couvert végétal et les caractéristiques du réseau hydrographique. Deuxièmement, surface et périmètre du bassin versant et finalement la forme du bassin. Donc, je cède la parole à mon collègue Mohamed Jatesman qui vous présentera les enjeux menaçant les ressources hydriques. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les dangers menaçant les ressources hydriques. Commençons par la surexploitation, qui est une notion utilisée en sciences de l'environnement et dans l'économie du développement durable, pour désigner le stade où un prélèvement des ressources naturelles, pas peu, difficilement ou coûteusement renouvelable, dépasse le stade du renouvellement. La photo suivante a été faite après avoir étudié les besoins d'une famille européenne en eau pendant 1 an. Comme vous voyez, une famille de 4 personnes consomme au moins 150 mètres cubes d'eau par an, y compris 35 mètres cubes d'eau par an pour l'eau du robinet et 18 mètres cubes pour les toilettes et 15 mètres cubes pour les piscines. Mais bien sûr que toutes les populations n'ont pas égal accès à l'eau et plusieurs facteurs tentent à réduire ces disponibilités, tels la mauvaise gestion, le gaspillage et aussi la pollution des réserves. Un mot nous attire ici, c'est la pollution. Parlons de ces causes, qui sont l'agriculture à cause des pesticides et des engrais, les rejets ménagers tels les médicaments et les biocides, les marées noires et les rejets d'hydrocarbures rejetés par des bateaux. Et je cède la parole à ma collègue Lina Kmal qui va vous présenter comment sauvegarder les ressources hydriques. Bonjour tout le monde. Découvrons comment sauvegarder les ressources hydriques. Nous savons tous qu'il existe une façon pour sauvegarder les ressources hydriques. C'est la station d'épuration. La station d'épuration est une usine qui nettoie les eaux usées avant de les rejeter dans la nature. Elle a 2 missions. Premièrement, recycler les eaux. Deuxièmement, rendre les eaux naturelles propres et sans danger pour la consommation humaine. L'eau usée passe par 5 étapes pour être traitée. Premièrement, le dégrillage. La grille arrête les gros déchets. Deuxièmement, le dessablage et le déshuilage. Élimine les huiles et les sables. Troisièmement, la décantation et la filtration. La décantation est une opération de séparation mécanique sous l'action de la gravitation. Quatrièmement, le traitement biologique et chimique. Et enfin, le rejet. L'eau limpide est rejetée dans la nature. Et je cède la parole à Hiba Ben Taleb qui va clôturer notre sujet en présentant la conclusion. Et pour conclure notre projet, l'eau dans la nature est dans les bassins versants et le cycle de l'eau. Celle-ci, l'homme l'utilise dans plusieurs domaines comme l'agriculture et l'industrie. Ses conséquences sont la surexploitation de l'eau et sa pollution. Et pour traiter les eaux usées, la station d'épuration est mise à notre disposition. Donc on vous remercie énormément pour votre écoute et votre attention et on remercie aussi énormément notre professeur d'SVT qui nous a encadrés le long de notre projet.